Aujourd'hui, on se retrouve au Bowling La Sphère pour la grande finale en équipe du Strike Tour avec l'équipe Vega composée de Daniel McEwan, Matt McNeil le capitaine d'équipe, Gwendal Joliffe et Maria José Rodriguez, contre l'équipe de France avec Enzo Franco, Valentin Saunier le capitaine, Manon Grand-Cyr la seule féminine de l'équipe et Enzo Bergamino. Je laisse la place à nos envoyés spéciaux, Marc Chavet et Bruno Bidon. La toute première boule vient juste de partir. Daniel McEwan qui libère. C'est la toute première édition du Strike Tour au Bowling La Sphère ici à Fontaine-le-Comte. Mesdames et messieurs, la grande finale de ce tournoi par équipe. Une finale très attendue. Un suspense haletant. L'équipe de France est en finale. Ça, c'est la première grande nouvelle. La Team Vega est en face. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Nous allons le découvrir au fur et à mesure des frames. Mais on a le plaisir de retrouver tout de suite Bruno Bidon, l'ancien joueur de l'équipe de France. Premier joueur français à avoir évolué en PBA en Amérique du Nord. Bruno, bonjour à vous. Le plaisir de vous retrouver également pour vivre ensemble cette magnifique finale. Aucune pression bien sûr sur l'équipe de France et on voit que la Team Vega a frappé fort d'entrée avec un strike. Ben oui Marc, c'est parti sur des chapeaux de roue comme d'habitude et ce qui se passe c'est qu'on a switché. Alors je vous explique très vite. L'équipe de France est sur la piste 6 parce qu'elle était sur la piste 5 lors de la demi-finale et comme le Team Vega était sur la piste 6, on a inversé piste 5. C'est parti effectivement sur des chapeaux de roue. On est sur une finale qui à mon avis va être relativement serrée. L'équipe de France sur le papier est outsider mais elle joue à domicile alors tout est possible. Et puis l'équipe de France qui sort d'une très grosse démonstration en demi-finale. Et ça, c'est le type de performance avec 279 réalisés face à la Team Sirius qui va forcément générer de la confiance. On retrouve Matt McNeil qui libère la boule. Ouais, Matt, il commence très fort également avec ce doublé pour le Team Vega. Alors c'est une partie sèche, c'est une finale rapide, ça va se jouer sur 10 frames, vous le savez maintenant, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux dans ces émissions de bowling. Et vous avez à l'image Valentin Saunier, le capitaine de cette équipe de France. Il joue en 2 marques, donc ça peut être petite explication rapide, 2, 6 et 10. Donc 2, 6, 10. il joue les farmes clés du match. Ouais. Et il a été impérial lors de la demi-finale, il a fait que des strikes. Et il mérite son surnom de Strike Man, évidemment, exact. Valentin. Et là, on va voir s'il attaque tout de suite avec un strike, Valentin Saunier. Ah, super. Ah oui. Oh là là. Quel effet appliqué sur la boule. Hein. Incroyable. Accompagnez-nous, Bruno. Donnez-nous la quintessence même de cette trajectoire. Parce que la boule, elle a vraiment tourné sur elle-même. Ouais, beaucoup d'effets. Alors en fait, c'est très simple. Ça paraît simple hein, quand vous voyez ça à la télé, mais il faut beaucoup d'années de pratique pour le maîtriser. En fait, c'est assez simple à expliquer. Il y a de l'huile sur 42 pieds, beaucoup d'huile au centre de la piste. Il y a une partie sèche qu'on appelle le backhand qui est à la fin des 42 pieds jusqu'aux quilles. Et Valentin a utilisé la partie sèche au mieux. Il a pris l'huile au centre de la piste, là où il y en a le plus, il a monté le break assez haut, il a pris la meilleure trajectoire possible et c'est pour ça que vous avez vu cette boule revenir pleine poche comme ça et ça fait plaisir. Et Gwendal Joliffe, Marc, qui s'élance. Exactement, Gwendal qu'on retrouvera également du côté des épreuves individuelles avec son style à 2 mains, Gwendal. Oh là là, superbe. Ah, il n'est pas impressionné, Gwendal Joliffe. Moi, il m'impressionne en fait. Lui, il n'est pas impressionné, moi, il m'impressionne moi, hein, si vous voulez, Marc, parce que c'est incroyable. Imaginez-vous ce jeune joueur du club de Rennes en Bretagne, il se retrouve propulsé avec les meilleurs joueurs du monde et l'équipe de France et il joue tranquille. D'ailleurs, il a une espèce, il me l'a dit tout à l'heure, je suis allé le voir, on s'est vu. Il a oui, il y a un surnom d'ailleurs. Vous allez me le dire, Marc, son surnom? Albatros. Ah ben oui, ça s'invente pas. Mais il est fantastique. Enfin, en tout cas, il vit que du bonheur. Moi, il me l'a dit. Ça me fait plaisir de voir ce jeune joueur à ce niveau et c'est génial pour lui. Ce qui est génial avec Gwendal, c'est qu'il vit du bonheur, mais il distribue du bonheur aussi. Et là, c'est Manon Grand-Cyr qui libère la boule. Oh, la quille qui reste debout. Et la 4, ouais, la 4 Marc. Cette quille 4, c'est quand vous laissez cette quille, c'est que la boule est un petit peu trop serrée hein, dans la poche. Alors Manon, vous avez quelques petites infos, je crois, sur Manon. Vous savez tout de moi. Hein. Je sais. Elle a 20 ans, Manon Grand-Cyr, effectivement, employée en restauration. Oui. En termes de profession. Puis 3 années passées en équipe de France, vice-championne de France junior pour cette année 2022. Ouais, elle est sur une phase ascendante, hein, Manon. Elle joue de mieux en mieux. J'ai d'ailleurs parlé avec la DTN et elle est vraiment confiante cette année, Manon Grand-Cyr. Avec un style très fluide. Ouais, bien joué. Le spare. Important le spare hein, au bowling. Parce qu'à ce niveau-là, on voit souvent des strikes. Mais si vous ratez le spare, vous faites tomber l'équipe. Hein. Il ne faut surtout pas faire de trou. On appelle ça en anglais une open frame. Et là, on retrouve, Marc, une Colombienne. Exactement, Maria Rodriguez. Vous l'attendiez aussi? Oui, j'attendais. Sacrée joueuse, hein, Maria Rodriguez. Et surtout une sacrée opportunité. Bruno, 3 strikes, frame 1, 2, 3. Et puis là, sur la 4, on peut enchaîner. Le 4e. À la suite. 4 à la suite, c'est parti pour Maria.
Aïe, 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 elle l'obtient. Alors écoutez, on dit aïe 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 parce qu'évidemment il y a un léger penchant naturel vers l'équipe de France, mais en tous les cas on ne peut que se délecter et d'être tout à fait ébahi par ses prestations qualitatives livrées sur la piste 5 néanmoins. Oui, c'est vrai que je suis un petit peu, pas chauvin, mais ça se passe en France, on a l'équipe de France, j'aimerais bien qu'ils gagnent, mais bon, face à eux ils ont quand même du très très lourd et ça serait une sacrée perf pour l'équipe de France de pouvoir gagner, mais sur le papier l'équipe Vega est un petit peu supérieure. On aurait pu dire la même chose de l'équipe. Ouh, il y a un split. Oh là là, Marc, il laisse une énorme combinaison là sur la piste. Et ce qui est malheureux, c'est que en fait, il enlève que 5 quilles. Alors ça, c'est pas très bon, hein, parce que... Alors bon, il faut qu'il joue entre la 3 et la 6 pour que la 3 aille chercher les 2 quilles de coin, c'est-à-dire le 4-7. Il peut le faire, hein, s'il est motivé, il peut le faire, mais c'est pas facile. On va voir ça tout de suite. Malheureusement, il passe à côté, Marc. Ah oui. Et là, ça fait mal, c'est la première Open. Ah oui, l'Open Fram 4. Alors que de l'autre côté, on est à 4 à la suite sur les strikes. On retrouve également Daniel McEwan désormais. Et Daniel, qu'on a vu rapidement en début de match. Hein. C'est ça. C'est bon, c'est la meilleure joueuse du monde actuellement. Vainqueur de l'US Open en 2019, 7 titres PBA. Ouais, on a la chance de l'avoir sur nos pistes. Oh, et c'est elle qui va laisser une quille. Il va laisser la 10, le gendarme. Ouais, le gendarme des droitiers, la 10. Il prend sa boule de spare, Daniel, pour réaliser ce spare, mais ils sont bien partis pour le moment, puisque regardez le tableau de score. Il y a une bonne trentaine de quilles d'avance à la frame numéro 4. Et Daniel, regardez, c'est sérieux, c'est solide, ça ne rate pas les spares. On ne laisse rien, effectivement. C'est peut-être cette frame qui a été sera le tournant du match, hein, la frame 4 pour l'équipe de France. En tout cas, là, on a déjà un fossé au niveau du tableau d'affichage, avantage du côté de la Team Vega, qui est passée au bord de l'élimination hier, on peut le rappeler. Tout à fait. C'est quand même assez intriguant. C'est le charme des matchs en équipe, Marc, hein, surtout en Baker System, et des divisions, parce que vous avez toujours une chance de revenir. Et ça met un peu plus de piment dans les matchs, nous on aime bien faire ce format. Enzo Franco sur la frame 5 pour lancer l'équipe de France. C'est parti pour Enzo. Ah oui, ça y est, on retrouve le chemin du strike. C'est parti, et comme disait mon ami Bernard Morat, c'est très bien arrivé. J'aime bien d'ailleurs. Hein, c'est un peu la philosophie du bowling. La boule, dès qu'elle est partie, vous n'êtes plus maître à bord. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe avant le lâcher, c'est primordial au bowling. Et c'est la phase de préparation, de routine. On en a parlé dans les autres émissions. Mais c'est vraiment un sport qui nécessite une préparation, une coordination parfaite. Matt McNeil avec un strike supplémentaire. Il est parti derrière les projecteurs, hein, Matt. Ça prouve qu'il est très très positif aujourd'hui. Il a envie de gagner ce match. Très confiant, Matt McNeil, qui joue la 2, la 6, la 10. Hein, on a expliqué l'importance de ces rôles. C'est le capitaine de ce team. Et il a face à lui, j'ai envie de vous dire, ce qui se fait de mieux en ce moment en France, Valentin Saulnier. C'est vraiment... je pense le meilleur joueur qu'on a eu à la fédération actuellement. 8 ans en équipe de France, Valentin. Solide, Valentin Saulnier. Le franc-comtois. Il a un super style, moi j'aime bien. Il n'y a rien qui bouge quand il joue. Oh là là, malheureusement. Vous savez comment on appelle cette figure, Marc ? Le Big Four, le grand 4, comme disent nos amis canadiens. Et malheureusement, ça c'est quasiment injouable. Alors vous choisissez un des deux côtés. Il faut jouer, par exemple, si vous jouez la 6-10 du côté droit, il faut jouer très très fin sur la 6 avec la boule pour qu'elle aille chercher le 4-7 de l'autre côté. Autant vous dire que ça se joue au millimètre et avec la bonne vitesse. C'est très très dur. Alors est-ce qu'il va le tenter, en tout cas? Ce qui est dommage, c'est que ça met un terme à sa série de strikes qu'il avait commencé lors des demi-finales tout à l'heure. Tout à fait, mais là au niveau du score, moi je serais lui, je tenterais. Il a choisi de l'autre côté et il a tenté le rebond. Malheureusement, ça fait 2 Open, Marc, et ça va être très difficile maintenant de revenir dans le match. Très difficile ou impossible? Rien n'est impossible parce que, mais là il y a quand même, regardez le score, il y a 40 quilles d'écart quasiment, c'est énorme. Et surtout, ils n'ont pas la même dynamique, il n'y a pas de strike que l'autre côté. Là, il suffit que Gwendal double et on est tout de suite à 60 quilles d'écart. Donc ça va être très très dur pour l'équipe de France et le Team Vega est bien mieux parti. Et l'Albatros risque de doubler. L'Albatros, en effet. Gwendal Joliffe, avec son style à 2 mains. C'est tout le corps qui est
complètement engagé lorsqu'il libère la boule. Un jeu très dynamique. Regardez cette boule. Elle est montée très très haut. Break. Il a laissé... cette quille 8 et oui, la boule était relativement bien jouée, mais peut-être qu'il a manqué un peu de vitesse, Gwendal, cette boule. Ouais, il a joué qu'à 23. Il vaut mieux jouer entre 24 et 25 ici à Fontaine-le-Comte. Mais ça n'a pas trop d'incidence parce qu'il suffit qu'il fasse son spare. Regardez le score. On est déjà à 148 à la 6 et l'équipe de France est à 96. Plus de 50 quilles, Marc. Oui, 50 quilles. Ça va faire beaucoup à aller chercher. Alors bon, après, si l'équipe de France termine en strike, il y a peut-être encore une possibilité si l'équipe adverse fait quelques erreurs, mais je les vois pas faire des grosses erreurs, ils sont solides. C'est vrai que le problème, c'est que lorsque votre condition de victoire dépend d'une défaillance de l'équipe adverse, ça devient plus compliqué à envisager. On n'a plus le destin entre ses mains, comme on dit, et après c'est compliqué. Mais bon, c'est le jeu, c'est les règles, la loi du sport, j'ai envie de vous dire. Bien sûr. Il faut l'accepter. Ils ont d'autres opportunités, l'équipe de France, de confronter ces joueurs, d'essayer de les battre. Alors, Gwendal, on le retrouvera bientôt dans les autres émissions sur la partie Master. C'est le seul Français qui nous reste. Et peut-être qu'il va créer la surprise. Il est sur un nuage sur cette tournée. C'est vrai. Manon, pendant ce temps-là, qui revient. Oui, elle retrouve le chemin du strike également sur la Fram 7. Manon Grand-Cyr. Ah, bien joué, Manon. Ça redonne un peu de dynamisme, un peu d'élan à l'envie et aux ambitions de l'équipe de France. Et toujours en présence évidemment de nos amis de la fédération. Pascal Soncourt, directrice technique nationale de la FFBSQ, qui est avec nous du côté du public. Oui. Et puis Patrice Serradei, qui est juste derrière les joueurs d'ailleurs. Et qui coach un peu. Haut niveau. Il coach l'équipe de France. Ouais. On les retrouvera tout à l'heure en fin de match. Pour une interview. Et Maria José Rodriguez risque d'asseoir la victoire du Team Vega sur ce lancer. Si elle fait strike, c'est quasiment injouable maintenant. Et elle laisse la 10. Avec une boule relativement bien jouée, Maria. Ah, c'est du solide, ce Team Vega. Ils ont fait très très peu d'erreurs dans tous les matchs. Aujourd'hui, allez, on va partir du côté de Maria. Sur le spare, Maria. Oui. Un spare qui... Voilà, vous voyez, ça tremble pas en face, c'est ça. Les pros, quand il faut faire les spares, les strikes et sur commande, j'ai envie de vous dire, ils sont là. Au niveau mental, c'est quand même quelque chose. Je pense que c'est ce que doit se dire Patrice Serradei. Il est en train d'observer ça de près. Il doit se rendre compte que la partie mentale au bowling, il faut continuer à travailler pour le Team France. Parce qu'au niveau technique, nos joueurs sont relativement performants. Allez, Enzo Bergamino. Fram 8. Belle boule, beau strike. C'est bien Enzo qui nous fait un petit doublé. Et on retrouve Marc, Daniel McEwan. Daniel McEwan, en effet. Vous le disiez, Bruno, la meilleure joueuse du monde actuellement. C'est la meilleure. 31 ans. Elle est en train de tout gagner. C'est une joueuse qui est sur les pas un petit peu de notre amie Liz Johnson. La 10 encore. Vous voyez là, ils jouent parce qu'ils savent qu'ils ont gagné, ils assurent un peu la partie, ils ne cherchent pas le split, ils vont faire les spares parce que le score max de l'équipe de France, je vais vous faire un point rapide, 126, 156, 216 et avec le spare, regardez, on est déjà dans les 210 pour le team Vega, donc c'est comme ça, la loi du sport est respectée. Une open pour Daniel, c'est bizarre là ce qui s'est passé, Marc, un trou inhabituel, attendez. Ah, ça peut relancer le match, c'est incroyable. C'est exactement le type d'erreur qu'il fallait avoir pour que l'équipe de France puisse... Attendez, parce qu'on a 2 strikes, on a le doublé pour l'équipe de France 1. Bien sûr. La Foundation Frame qui arrive, qui n'a pas du tout été employée à bon escient côté Team Vega, ça c'était très étonnant. C'est très étonnant ce qui s'est passé parce que, attention, c'est pas fini en fait le match. Si Enzo Franco arrive à tripler et que Valentin termine en strike, on fait 216 et c'est pas gagné encore pour le Team Vega, c'est incroyable. C'est vrai. Avec la seule erreur du Team Vega, on a peut-être une opportunité, mais il faut ce strike. Aïe, quel dommage. Et là, c'est anéanti nos espoirs. Il fallait surtout pas un split. Et là, c'est vrai qu'il y avait un peu de pression quand même sur cette boule, Bruno. Là. Ouais, il avait la pression, mais j'y croyais, moi. J'étais positif avec eux. Je fais confiance aussi à Valentin. Je pense qu'il aurait fait le triplé, malheureusement, Enzo.
Enzo a perforé la poche, il nous laisse cet horrible split. Ouais, je vois Matt, il sait qu'il a gagné, il est confiant. Il est content, Matt. Il a eu chaud, je pense. Il s'est dit, oh là, qu'est-ce qui se passe avec Daniel, avec cet open. Belle tentative, ouais, bravo. Pour aller chercher le spare quand même. Ah, il a bien fait de tenter. Ouais, malheureusement, voilà, score max 180, c'est fini. Hein. Ils ont déjà gagné. Parce que vous savez compter comme un marque 180 maximum. Déjà, ils avaient 196 à côté, c'est fini. Exactement. Mais bon, ils se sont bien comportés, je trouve, l'équipe de France. Team Vega va terminer cette prestation avec Matt McNeil. Comme à son habitude, Marc, c'est Monsieur Strike aussi. Hein. Très coulé, hein, son style. Ouais, j'aime bien. Corporellement, il y a un beau déplacement. Ouais, il est facile. Ouais, complètement. C'est vrai que quand on regarde ces images, on voit ces joueurs, on se dit wow, moi je vais faire pareil, j'ai envie d'essayer. Bruno, on encourage les gens à faire quoi? Aller sur le site de la Fédé, aller tout de suite dans le bowling local, tenter sa chance. Alors ce que vous faites, si ça vous intéresse le bowling au niveau sportif, rapprochez-vous d'un bowling, vous allez sur le site de la fédération, ffbsq.fr, et vous cherchez un club, vous avez toute la liste des clubs, et regardez ce strike très chanceux, Matt il est mort de rire. Et vous allez trouver les clubs et vous pouvez vous rapprocher d'un club de la fédération. Et ensuite, vous avez des coachs, des entraîneurs, des animateurs. Et vous allez pouvoir prendre votre licence à la fédération. Et je pense qu'une fois que vous êtes rentré dans un club, il y a une bonne ambiance. Et vous pouvez ensuite faire des tournois. Alors Matt, il s'est un petit peu caché parce que c'était évidemment le strike de la chance. On l'a vu ouvrir un peu son maillot pour mettre sa tête dedans en disant « Oups là, je suis désolé ». Et voilà. C'est la fin. En tous les cas, 225, le score final du côté de la Team Vega dans cette finale. Ouais, ils ont gagné. Bon, c'est une super équipe, je suis content pour eux. De beaux vainqueurs. Et Valentin va tout terminer ce match, je pense, de la plus belle des façons. Il va peut-être nous faire un petit triplé. Pour finir en fanfare, même s'il n'y a plus de conséquences et plus d'espoir au tableau d'affichage. Et puis, un vrai fossé d'écart niveau points, bien sûr. Valentin Saulnier, l'architecte de la victoire en demi-finale. Il est facile, Valentin, sur ses pistes. Hein. Je le vois. C'est vraiment le leader de l'équipe. Il aurait dû jouer toutes les frappes. Non, je plaisante, bien sûr. Ça se joue en équipe. Mais Valentin, je pense que s'il avait fait la tournée complète, parce qu'on a sélectionné, la fédération a sélectionné Kenny Bio, il aurait été dans le top 10, hein, je pense, parce que c'est un joueur redoutable, Valentin Saulnier. Il continue les Master Series, par contre. Mais il a fait que 6 lignes, c'est pour ça, Marc. Ouais. C'est vrai, effectivement. Il a fait que la dernière journée, mais Valentin est un joueur complet. C'est un joueur qui est au niveau international très très bien classé. Il a tenté sa chance sur le circuit pro, il a fait quelques étapes, il a bien joué le World Series à Renault il y a quelques années. Et voilà, c'est un joueur qui a un beau palmarès, qui a encore un bel avenir devant lui. Il a des échéances internationales à venir et il va jouer sa dernière boule. Allez, les encouragements pour la dernière boule de cette finale incroyable. La victoire de la Team Vega est acquise. Est-ce qu'il finit avec le triplé? Mais non, il reste le gendarme du droitier, la Key 10 qui reste debout. Mais évidemment, ça sera sans conséquence. 179 le score final pour l'équipe de France 1. On rappelle qu'il avait atteint les 279 lors de la demi-finale en battant la Team Sirius 279-238. Mais là, c'est la victoire pour la Team Vega, consécration suprême pour l'équipe autour de Matt McNeil, 225 à 179. Voici les statistiques de cette finale. Les deux formations ont fait le même nombre de strikes, 7 chacun. 3 spares pour Vega contre 1 pour l'équipe de France. Le match s'est joué sur le nombre d'open et notamment les 3 splits malheureux laissés par l'équipe de France. Score final 225 à 179. Place aux interviews d'après-match avec Marc. La toute première édition du Strike Tour arrive à son terme. La Team Vega, au final, aura eu le dernier mot, aura été sur le toit de l'univers, a réussi à battre l'équipe de France 1. Matt McNeil avec nous toujours, désormais vainqueur de cette première édition. Matt, winning the very first edition of the Strike Tour, beating Team France 1 on French soil. That's got to mean something special for you guys. Oh, it's very special. An incredibly talented group and a group of very, very good bowlers. And they bowl together all the time. You know, our team was just, kind of assembled together, and we don't bowl together all the time. So they definitely had a good advantage over us. We made a lot of great shots. We hit the pocket a lot. We filled our frames, and it went our way.
Voilà, Matt dit effectivement, ils ont un collectif bien huilé, ils travaillent souvent ensemble. Nous, on a plutôt un collectif qui a été composé de fortune, comme cela, on ne travaille pas forcément beaucoup ensemble, mais finalement, au niveau du match, on a réussi à trouver la poche un petit peu plus qu'eux, on a trouvé des solutions un petit peu plus qu'eux, et on a été jusqu'au bout, tout simplement. Congratulations on a great win, great tournament. Valentin Saulnier, le capitaine de l'équipe de France 1, c'est vrai qu'il y avait ce superbe match en demi-finale, vous avez terrassé la team Sirius, ça a généré un peu de momentum, mais là, c'était un petit peu plus difficile face à Matt McNeil et ses partenaires de la team Vega. Je ne crois pas que ce soit l'équipe en face qui nous a fait un petit peu déjouer. On a joué la demi-finale sur la piste 5, c'était plutôt tout allé dans notre sens. Et la piste 6, il y a eu un peu un assèchement. On a choisi en équipe de choisir une solution pour contrecarrer ce problème. Et en fait, ce n'était pas le bon choix. Et donc, ça fait juste partie de l'expérience. On a juste fait un petit mauvais choix tactique. Et ce qui nous a coûté quand même 3 splits dans la partie. Contre une équipe qui fait 225, c'est difficile. Mais on a vu qu'il y avait un petit peu, quand on a commencé à restraquer sur la fin, on a vu un petit peu de fébrilité en face. On a espéré. Et au final, la piste a eu raison de nous. Mais quand même beaucoup de positifs à retirer de notre collectif. Avec des jeunes joueurs, on a réussi à faire de très bonnes choses. Donc, des pros, donc des très bons joueurs. On n'a pas à rougir de notre performance. Merci beaucoup Valentin Saulnier pour ces quelques propos également. Voilà, on va tirer le rideau progressivement sur le Strike Tour, la cérémonie protocolaire et d'autres interviews encore dans quelques instants. Aux côtés donc de nos amis de la Fédération française de bowling et de sport de quilles, avec Pascal Soncourt qui est la DTN de la FFBSQ. Pascal, le plaisir de vous retrouver. Et puis Patrice Serradei qui est directeur du haut niveau. Patrice justement qui aura emmené ces deux équipes quasiment jusqu'au bout de l'aventure. On va en parler dans quelques instants. Madame la DTN, le plaisir de vous retrouver. Tout d'abord, une première réaction. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première édition du Strike Tour ? Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était une très bonne chose pour nous parce que nous nous confrontons donc aux meilleurs joueurs mondiaux et c'est très, très instructif parce que ça permet à nos joueurs de se situer en fait et de se donner des points de progrès pour la suite. Et cette parfaite organisation, en plus, nous a permis de nous exprimer au mieux, en fait. Et c'est vrai que sur les retours que j'ai personnellement en échangeant avec les joueurs de l'équipe de France, c'est vraiment génial pour eux de pouvoir côtoyer les meilleurs joueurs du monde. C'est quelque chose qui peut leur permettre d'émuler, peut-être susciter des envies, des vocations également. Ah oui. Prenons par exemple Kenny Bio qui a partagé toute la semaine sa chambre avec le meilleur joueur des États-Unis. Ils ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup échangé sur la façon dont ils s'entraînent, etc. Ils ont créé des liens, ils vont être en contact et il va y avoir un bon futur, quoi. Ils peuvent peut-être se retrouver, on peut envisager un échange avec ce pays plus tard. Enfin, il y a beaucoup de choses à construire suite à cette action. Beaucoup de choses à construire. On peut évoquer peut-être un petit peu les projets de la Fédération française par rapport à cela, au niveau du bowling précisément. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ? De très nombreux projets. Le premier, à mon avis, rajeunir donc les pratiquants, l'âge des pratiquants, puisque la moyenne actuellement est de 67 ans. Donc moi, mon gros cheval de bataille depuis presque 2 ans que je suis arrivée, c'est faire bouger les écoles de bowling pour les jeunes, les moins de 14 ans. Donc on a mis en place des nouveaux grades techniques, un peu comme les ceintures. Ce sont des quilles de couleur qui certifient des compétences physiques, techniques, mentales, stratégiques, connaissance de l'environnement, social, pour que les enfants, à partir de 7 ans, puissent passer 5 niveaux de quilles jusqu'à 12 ans, après de rentrer sur des groupes plus grands et des quilles plus classiques. On a des labellisations d'écoles de bowling aussi, label sportif et label développement. Et on a modifié aussi la formation des animateurs. Elle est beaucoup plus axée sur l'encadrement des jeunes. Donc déjà, ça, c'est un premier axe très important. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, on en parlera ultérieurement. Merci beaucoup pour ces quelques propos. Pascal Soncourt, directrice technique nationale de la FFBSQ. On va tout de suite aller voir de l'autre côté Patrice Serradei, directeur du haut niveau. Parce que là, Patrice a vécu des journées phénoménales. L'équipe de France a bien performé. On avait 2 équipes de France en demi-finale de la première édition du Strike Tour. Tout d'abord, peut-être une réaction générale. Vos impressions de cette première édition du Strike Tour ? Alors effectivement, je suis vraiment satisfait des performances réalisées par nos seniors là. Les 2 équipes étaient confrontées pour une des premières fois en équipe de 4 sur un système, un Baker system, donc jouer boule après boule qui n'est pas évident à effectuer. Donc globalement, oui, les matchs se sont très bien déroulés, tactiquement, dans l'ambiance et tout. Tout était vraiment au top pour réussir. Oui. Tout pour réussir, et puis il y a eu quelques performances incroyables. Je pense à celle de Valentin Saulnier qui vraiment a réussi à lever un petit peu la barre et à emmener un petit peu son collectif derrière lui. Oui, on a vu la force mentale de nos joueurs, c'est très important dans notre pratique sportive. Ça se joue très souvent sur les derniers boules lancées, vous l'avez vu dans les matchs, c'est très 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 serré. Donc cette capacité à performer dans les moments clés
c'est ce que l'on travaille, c'est ce qui nous permet aussi de figurer. Alors je voudrais noter deux choses. Noter Kenny Bio qui démarre la compétition avec 2 x 300, 2 scores parfaits. Et puis Kenny et Valentin qui nous font gagner après des matchs sur les derniers lancers. Donc ça c'est de bon augure pour les équipes de France, c'est vraiment bien, quoi. Un petit mot peut-être plus global. Quels enseignements est-ce que vous allez tirer de cette expérience ? Alors pour moi, l'idée générale, c'est quand même la possibilité de faire rêver quand même nos jeunes dans les écoles de bowling. Pascal Soncourt, tout à l'heure, notre DTN, elle nous a parlé de développer les activités dans les écoles de bowling, dans les centres. Nous voulons vraiment faire rêver nos jeunes et leur montrer qu'on peut, avec de l'entraînement, de la rigueur, du travail, on peut arriver à performer et côtoyer les pros. La preuve, grâce à cette magnifique édition là, du Strike Tour, jouer avec les pros à côté de nous, performer, parfois les battre, vraiment c'est essentiel, quoi. C'est essentiel, c'est vrai qu'on voyait presque les yeux qui brillaient certaines fois sur certaines séquences, c'était des images tout à fait émouvantes. En tout cas, le message est clair de part et d'autre. La DTN, directeur du haut niveau, c'est vraiment cap sur la jeunesse, mission 100% jeunesse, et ça, c'est une excellente nouvelle.